Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce premier Facebook Live organisé par le Mois sans tabac pour la région Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 novembre. Nous sommes donc au tout début de votre challenge du mois de novembre, un mois sans tabac un peu particulier cette année du fait du confinement, mais on va essayer de rester positif et de s'adapter. Pour bien commencer votre défi, nous sommes ce soir avec une tabacologue avec qui vous pouvez échanger. Donc Caroline Mouillard. Bonsoir Caroline. Bonsoir Charlotte. Donc Caroline a accepté de répondre à toutes vos questions sur l'arrêt du tabac. Nous avons déjà sélectionné en amont, recueilli quelques-unes de vos questions posées donc sur le groupe Facebook Les Franciliens, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions, toutes vos questions en direct de ce Facebook Live, donc en commentaire de cette vidéo. On prendra un temps à la fin de ce Facebook Live avec Caroline pour répondre à ces questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre donc à vos questions, Caroline, je te laisse la parole pour te présenter. Écoute, merci Charlotte. Déjà, merci de m'avoir proposé d'être avec vous ce soir pour ce lancement du mois sans tabac. Bon, je vais être rapide. Moi, je suis tombée, si on peut dire, dans la marmite de la tabacologie il y a à peu près 5 ans. J'ai un cursus de pharmacien d'officine et il faut savoir que le tabacologue, en fait, ça peut être des profils très particuliers parce que ça peut être des médecins, des pharmaciens. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement au sevrage tabagique. Et je suis donc la présidente de l'association des pharmaciens impliqués dans le sevrage tabagique et on œuvre beaucoup à former tous les pharmaciens de façon à ce qu'on puisse accompagner correctement les gens qui veulent arrêter de fumer en officine. Et puis, je fais du suivi aussi en entreprise pour les gens qui veulent arrêter. Alors évidemment, dans ce contexte particulier, eh bien, nous avons rapatrié tout ça au téléphone. Mais voilà, on essaie en tout cas d'être présent pour entourer les fumeurs et à tout moment de l'année d'ailleurs. D'accord, merci Caroline. On va donc passer sans plus attendre aux questions. On commence avec une question d'Oriane. Donc la question d'Oriane, à quelle fréquence est-il conseillé de réaliser des consultations avec un tabacologue ? Alors, c'est une excellente question et pourtant, je vais faire une réponse qui n'est pas vraiment une réponse parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règle dans l'arrêt du tabac parce qu'il n'y a pas un arrêt du tabac, mais il y a l'arrêt d'une personne. La consultation avec un tabacologue, c'est évidemment une excellente chose parce que ça va augmenter les chances de réussite d'un arrêt. Mais j'ai envie de dire, la consultation, elle va ressembler un petit peu à, c'est un partenariat. Donc, il y a des consultations qui vont pouvoir s'étaler dans le temps. Par exemple, si on va être sur une stratégie de réduction de consommation qui va se faire un petit peu plus lentement. Après, il va y avoir des consultations en fonction, par exemple, d'un arrêt. On va pouvoir décider, par exemple, de faire des consultations en amont de cet arrêt pour préparer les difficultés, préparer les traitements, faire un bilan sur les dépendances. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'on est le jour J, amorcer des consultations. Alors, il est vrai, assez rapprochées dans un premier temps pour pallier aux difficultés. Et puis, petit à petit, on va effectivement rallonger un petit peu les délais. Il n'y a pas de durée recommandée, j'ai envie de dire. Il y a la durée qui est nécessaire pour chacun. Voilà. On sait qu'en général, pour qu'un arrêt soit consolidé, il faut à peu près au moins 3 mois à minima. Voilà. Mais il peut y avoir des fumeurs de longue durée qui sont des gros fumeurs que l'on va suivre 6 mois, 1 an, peu importe le moment qu'à la fin, ils soient abstinents et qu'ils soient surtout bien dans leur arrêt du tabac. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va se définir avec le tabacologue qui va suivre les personnes. Mais ce qu'il faut retenir, s'il y a une chose qu'il faut vraiment retenir au-delà de cette histoire de fréquence, c'est que le fait de se faire accompagner par un tabacologue, ça multiplie les chances de réussite d'un arrêt, ça c'est évident. D'accord, merci Caroline. On enchaîne avec une deuxième question posée par Eve. Au bout de combien de temps l'habitude gestuelle et le manque se font-ils moins sentir ? Caroline, c'est à toi. Alors, j'étais en train d'expliquer que c'est une question qui est extrêmement importante et qui vaut la peine qu'on s'y attarde parce que ça parle du syndrome de sevrage qui est quelque chose qui est très craint par beaucoup de candidats à l'arrêt et que ce syndrome de sevrage peut être largement amélioré quand il y a des traitements adaptés. Donc, pour rendre les choses un petit peu plus claires, rapidement, qu'est-ce qui se passe quand je fume ? Eh bien, il va y avoir inhalation de nicotine et la nicotine est une substance qui va avoir une action au niveau de notre cerveau. Cette nicotine va
se fixer sur des récepteurs qui sont compatibles et il va y avoir production de dopamine. La dopamine, c'est une molécule importante, on l'appelle souvent la molécule du bien-être et du bonheur. Donc, le fumeur ou la fumeuse devient dépendant dans sa production de dopamine de l'inhalation donc de sa nicotine. C'est un shoot qui se fait très vite, la nicotine au cerveau, 7 secondes, et le fait d'avoir cette action très rapide, c'est ça qui va entraîner une dépendance physique. Quand je décide d'arrêter de fumer, et là aussi c'est important de savoir comment j'arrête de fumer, bien souvent c'est « oh bah tiens j'en ai marre, j'ai plus de cigarettes » ou « je me suis fixé une date, j'arrête ». J'ai fumé ma dernière cigarette, au bout de 8 heures, je n'ai plus du tout de nicotine. Donc, du coup, j'ai un effondrement de mon taux de nicotine. Et cet effondrement de nicotine va provoquer un certain nombre de symptômes qui peuvent être extrêmement désagréables et qui peuvent même conduire à la rechute. Ces symptômes seront proportionnels, c'est-à-dire plus ma dépendance est forte, plus les symptômes seront désagréables. Alors, ce sont des troubles physiques et psychologiques. Alors, physique, on a évidemment la fameuse envie qui ne vous lâche pas, c'est ce qu'on appelle l'envie impérieuse de fumer. On a des problèmes de sommeil, l'insomnie, et on y reviendra parce que je crois qu'on a une question dessus. Oui. On a des difficultés de concentration. On a également une augmentation de l'appétit, ça on reviendra. Psychologique, eh bien, on a ces fameux troubles que tout le monde connaît quand on a eu un proche qui a arrêté de fumer, irritable, agressif, énervé, celui qui s'agace pour un rien. Et puis, on va avoir aussi le pendant plutôt dépressif, la personne qui est plutôt très enjouée d'habitude, et puis là, on ne le reconnaît pas, il est complètement déprimé. Toutes ces choses-là, en fait, c'est l'expression du manque de nicotine. C'est pourquoi quand on a effectivement un traitement adapté, on va pallier au manque de nicotine en y amenant de la nicotine. Cette nicotine que je vais différencier en l'appelant médicamenteuse, voilà, elle va se fixer au niveau des récepteurs et donc elle va suppléer et continuer à faire l'action physiologique de la nicotine et donc va limiter évidemment ses effets de sevrage. Alors pour répondre à la question d'Ève, qui elle parle d'énervement, alors elle parle de deux choses. Elle va parler d'énervement, d'agacement, donc là on serait plutôt effectivement sur des symptômes un petit peu psychologiques et puis elle va parler aussi de gestuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une dépendance physique à la nicotine. On a une dépendance psychologique, c'est-à-dire que tout fumeur ou fumeuse, le tabac, c'est un peu son doudou. Et on n'a pas tous le même doudou. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous forcément fumer dans les mêmes circonstances. Et puis, on a aussi une troisième dépendance qui est la dépendance comportementale. Et là, dont elle parle très bien, Ève, c'est cette fameuse habitude que j'ai prise depuis tant d'années que je fume. Je fume avec mon café, je fume à la fin de mon repas, j'ai ma gestuelle, quand je téléphone, j'ai ma cigarette. Toutes ces choses-là qui vont effectivement amener une forme de manque, même si ce manque n'est pas le même. Alors, rassurons-nous. D'abord, effectivement, les traitements, ça, il faut le répéter, vous permettent de limiter, voire de totalement annuler ces symptômes de manque. Et enfin, la plupart des symptômes de manque vont régresser sous 4 semaines. La plupart, sachant que par exemple l'augmentation de l'appétit, c'est un petit peu une exception, c'est-à-dire que l'augmentation de l'appétit et l'envie de fumer peuvent perdurer peut-être jusqu'à 10 semaines maximum. D'accord ? Donc, il faut se rassurer, c'est-à-dire que vraiment, au bout de 4 semaines, on a de moins en moins de gêne par rapport à ces symptômes. Et évidemment, on aura de moins en moins de gêne si en plus, on est traité, bien évidemment. Là, on peut très bien ne pas avoir de gêne du tout. Mais si on ne se fait pas traiter, voilà, rassurons-nous, au bout de 4 semaines, ça va mieux. C'est pour ça aussi qu'on a fait ce défi de ces fameux 4 semaines. Parce qu'on dit que après 1 mois d'arrêt, on multiplie par 5. C'est pas on double, c'est 5 ces chances de réussite. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, du coup, tous ces symptômes qui sont compliqués, qui rendent la vie un peu difficile, eh bien, vont s'amenuiser jusqu'à disparaître. Et du coup, ça augmente vos chances de réussite. D'accord. Alors, une autre question sur une difficulté que tu as évoquée, Caroline, une question de Morgane. Quand est-ce que les insomnies liées à l'arrêt du tabac disparaissent-elles ? Alors voilà, donc ça fait partie des troubles effectivement physiques liés à ce manque de nicotine. Donc comme le reste, les insomnies en général se régulent au bout de 4 semaines. Par contre, je voulais quand même poser un petit peu des questions, même si Morgane ne me répondra pas en direct. C'est important quand même de faire attention et de se poser la question parce que beaucoup de gens posent des questions sur le symptôme de sevrage sans forcément préciser comment j'ai arrêté. Est-ce que j'ai arrêté toute seule, sans rien ? Est-ce que j'ai arrêté avec un traitement ? Est-ce que Morgane, par exemple, a arrêté avec un patch ? Pourquoi je dis ça ? Parce que le patch, la plupart du temps, il existe différents patchs. Certains peuvent être portés sur 24 heures et donc la nuit.
et d'autres peuvent être portés que sur 16 heures et on les retire la nuit. On sait qu'il y a une sensibilité chez un certain nombre de personnes quand il y a une diffusion continue de nicotine, par exemple. Il y a des gens chez qui ça provoque effectivement des insomnies. La grande majorité des cas, quand on porte un patch sur 24 heures, en 3-4 jours, le corps finit par s'y habituer et du coup, on a un sommeil qui va très bien. Mais il restera quand même des gens qui vont avoir des difficultés de sommeil. Donc, si je porte un patch et qu'au bout d'un certain temps, je n'arrive pas à dormir, il vaut mieux retirer le patch de nicotine 20 minutes, une demi-heure avant de dormir, remettre son patch de nicotine très tôt le matin, tout de suite, voilà. Et dans ces cas-là, on peut s'assurer effectivement qu'on aura un sommeil de meilleure qualité. Donc, je ne peux pas savoir pour Morgane si c'est lié à son patch ou si c'est juste son syndrome de manque. Si c'est le syndrome de manque, elle se rassure, au bout de 4 semaines, ça devrait se régler. Et si c'est lié, par exemple, au port d'un patch, eh bien, il vaut mieux dans ces cas-là qu'elle retire son patch pour dormir et bien récupérer. Parce que ça, c'est effectivement important. Un sommeil réparateur, c'est aussi une gage de réussite. Oui, très bien, c'est noté. Une question maintenant qui préoccupe beaucoup de personnes qui souhaitent arrêter de fumer, c'est la question de l'arrêt du tabac et de la prise de poids. Une question d'Ali, on a envie de manger tout ce qu'on a sous la main quand on arrête de fumer. Alors, on a déjà des éléments de réponse dans ce que j'ai justement expliqué au tout début en parlant de ces syndromes de sevrage. Alors, on a vu qu'il y a des actions de la nicotine, cette nicotine qui permet justement de relarguer la dopamine, mais il y a des choses aussi à savoir, et ça d'ailleurs je pense que dans la communauté des fumeurs et des fumeuses, on le sait assez bien, c'est que la nicotine a 3 effets physiologiques. Elle est coupe-faim. Voilà, en général, on a moins faim avec la nicotine. 2, elle va augmenter la dépense des calories sans même avoir besoin de bouger de son canapé. C'est formidable, c'est-à-dire que quand on fume, on brûle des calories. Je crois que c'est de l'ordre de 200 calories par cigarette. Et 3, elle va aider, elle va augmenter la lipolyse, c'est-à-dire le fait de métaboliser les graisses. Donc, si on veut simplifier, on va dire qu'on a un métabolisme qui est accéléré chez les fumeurs et les fumeuses du fait de l'imprégnation nicotinique. Ce qui fait que bien souvent, le fumeur et la fumeuse ont un poids qui est en dessous de ce qu'ils devraient avoir. Ils sont souvent plus minces que ce qu'ils devraient, leur poids physiologique, ce qu'on appelle le fameux poids de forme. D'accord ? Quand j'arrête de fumer, ben là encore, la question se pose. Comment j'arrête de fumer ? Si j'arrête brutalement de fumer et sans substitution de nicotine, eh bien, du coup, du jour au lendemain, il n'y a plus cet effet coupe-faim. Du jour au lendemain, il n'y a plus ce côté je brûle des calories. Et donc, il va apparaître des fringales, une augmentation de l'appétit. On l'a vu, ça fait partie des troubles qui peuvent perdurer jusqu'à 10 semaines. D'accord ? Donc, j'ai tout le temps faim, je vais manger. Et forcément, si je ne refais pas un petit peu de sport, je brûle moins de calories, je risque potentiellement de prendre du poids. Il y a aussi un élément important qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est dans notre fameuse dépendance à la cigarette, il y a une dépendance physique qui explique ça, il y a aussi une dépendance comportementale. J'ai parlé de doudou. Je suis contrariée, je fume. Je suis en colère, je fume. Je suis triste, je fume. Je m'ennuie, je fume. Eh bien, j'ai grand bien m'en face, mais je fais comment ? Je suis contrariée. Je ne fume plus, je vais aller dans mon frigo. Je suis triste, je vais aller dans mon frigo. Et ainsi de suite. Je m'ennuie, tiens, si j'ouvrais mon frigo. Donc, il y a aussi un phénomène de compensation psychologique, quelque part, qui peut amener la personne à grignoter plus. Voilà, parce que du coup, c'est une envie un peu psychologique qu'elle va compenser. Et puis, il y a la fameuse dépendance comportementale, on l'a vu, beaucoup de fumeurs sont très attachés à leur cigarette après le repas. Donc, on peut aussi avoir cette envie de fumer à la fin du repas qui va nous amener à dire tiens, je vais reprendre un dessert en plus ou bien je vais peut-être prendre autre chose, une petite douceur pour accompagner tout ça. Donc, ça peut expliquer la prise de poids. Alors attention, il faut le dire et le redire, la prise de poids n'est pas systématique à l'arrêt. Il y a des gens qui vont même perdre du poids, quelques kilos, parce qu'ils vont reprendre le sport, ils vont retrouver du souffle, donc forcément, mais ils vont reprendre des bonnes habitudes. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être attentif aussi à sa façon de manger, faire attention qu'il n'y ait pas de compensation psychologique, éviter les grignotages en dehors des repas, limiter l'apport sucré, salé, enfin bref, tout ce qu'on connaît déjà, bien évidemment. Et si l'on a vraiment très peur d'une prise de poids,
se faire accompagner, parce que quand on est accompagné, quand on a des traitements adaptés, eh bien, il n'y a pas de prise de poids Trop absolument pas. important. Voilà, on peut récupérer un poids de forme, hein, puisque j'ai dit, les fumeurs et les fumeuses sont souvent en sous-poids, donc parfois ils récupèrent 1,5 kg, 2 kg, qui est le poids qu'ils auraient dû faire, voilà, mais on ne prend pas 15 kg, 30 kg, comme parfois on peut lire sur les forums, où ça fait très peur à tout le monde, mon Dieu, quelqu'un a pris 30 kg. Oui, ça peut arriver, mais il faut savoir comment ça s'est passé, et c'est bien souvent des gens qui ne sont pas accompagnés, hein, il faut bien le dire. Voilà. Alors, une autre question sur le même sujet, arrêt du tabac et prise de poids, une question de Julie. Je souhaite savoir si la prise de poids a lieu à l'arrêt du tabac ou lors de l'arrêt de la nicotine. Donc, une question à la fois sur prise de poids et peut-être aussi sevrage nicotinique. Exactement. Alors, maintenant vous êtes pro, vous avez bien écouté tout ce qu'on a dit, vous avez bien compris que ce qui rentre en ligne de compte, c'est la nicotine. D'accord ? Si, évidemment, j'arrête brutalement mon apport de nicotine en arrêtant de fumer et que je ne compense pas par un traitement de substitution nicotinique, j'ai un risque de prendre du poids pour toutes les raisons qu'on a dit lors de la question précédente. D'accord ? C'est aussi ce que j'ai dit, si j'ai un traitement, je peux limiter, voire annuler totalement le risque de prendre du poids. Par contre, effectivement, si j'arrête ma nicotine substitutive, est-ce que je risque de prendre du poids ? Là encore, on ne peut pas faire une réponse totalement tranchée, ça va dépendre. Ça va dépendre de plein de choses. Si j'ai un traitement suffisamment long, si j'ai respecté des étapes au niveau du sevrage, c'est-à-dire que par exemple, imaginons, j'ai pris des patchs, j'ai mis un patch assez fortement dosé, le plus fort, le mois d'après j'ai pris le moyen, le mois d'après j'ai pris le plus faible, donc j'ai respecté un temps de palier comme ça pendant 3 mois. Mon corps a eu le temps de déjà s'adapter, hein, sachant que la diffusion des patchs n'est pas du tout la même chose que quand on fume, c'est pas du tout le même mécanisme en tout cas la même vitesse de la délivrance de la nicotine. Et mon corps a eu le temps de s'adapter. Et en plus, j'ai eu le temps de changer mes habitudes, de me mettre à faire du sport. J'ai eu le temps de faire attention à comment je mange. Donc, j'arrête mes patchs. Il n'y a aucune raison que je prenne du poids. Si je suis quelqu'un qui, par exemple, mettait des patchs et aussi avait des forts morales, hein, puisqu'on peut associer des patchs avec des forts morales, justement quand on a des envies qui restent. Imaginons que je suis quelqu'un, je dis bon, j'en ai marre, j'enlève mes patchs, j'ai encore une douzaine de pastilles avec de la nicotine. J'arrête du jour au lendemain mes pastilles, je vais faire un sevrage brutal de nicotine. Donc, avec le risque d'augmenter mes fringales, mon appétit et tout ça. Donc, si j'ai de la nicotine substitutive, je conseille toujours de faire de la diminution progressive. Je suis à 12 pastilles, et ben, je vais me dire pendant une semaine, je diminue à 10. Et puis, je peux mettre deux bonbons à la place ou autre. Et puis, la semaine d'après, je vais en enlever 2. Et la semaine d'après, je vais en enlever 2. L'idée, c'est effectivement de faire un sevrage progressif de façon à ce que votre corps puisse s'adapter et adapter des nouvelles stratégies vis-à-vis justement de cette absence à un moment donné de nicotine. Voilà. Donc, si j'arrête ma nicotine substitutive, pas d'arrêt brutal, parce que je risque de me retrouver avec un syndrome de manque, d'accord, avec de l'appétit augmenté. Donc, on le fait de façon régulière. Et en le faisant comme ça, on est à peu près certain de ne pas prendre de poids. Et on fait attention à tout ce qu'on a dit, refaire un peu de sport, une bonne hygiène de vie, faire attention à ce qu'on mange, pas de grignotage, enfin bref, les conseils habituels. D'accord ? D'accord. Donc, on y va progressivement et on ne se précipite pas. Voilà. Il faut que le sevrage soit doux, tranquille, serein. Voilà. Il s'agit de ne pas faire violence à son corps, en fait, pour laisser au corps la capacité de s'adapter. Quand on est dépendant à la nicotine, on a vu que la production de dopamine, elle est essentiellement en fait tributaire du fait que je fume. Sauf que la dopamine, c'est une molécule naturelle. Donc, il faut que le corps ait le temps de réapprendre à la fabriquer de façon naturelle. De même que la nicotine, elle a interféré dans ma façon de manger, dans ma façon de digérer, parce qu'on ne parle pas du transit, mais il y a des gens qui ont des problèmes de transit quand ils arrêtent brutalement la nicotine, qui se retrouvent constipés. Voilà. Donc, si j'ai une substitution, je vais limiter effectivement ces troubles. Et en plus, si cette substitution, elle est arrêtée de façon progressive sur un temps suffisamment long, eh bien, du coup, on annule effectivement tous ces symptômes désagréables. D'accord, très bien, c'est noté. On passe à une toute autre question, une question d'Almoitaz. Est-ce que des réactions corporelles, comme des douleurs à la gorge ou aux poumons, sont normales dès le début de l'arrêt ?
Alors oui, rassurons-nous, c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de ce que j'appelle un peu les dégâts collatéraux, hein. C'est-à-dire que quand je fume, déjà je vais inhaler de la fumée très 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 chaude et il faut bien voir que toute la sphère ORL, donc gorge, muqueuse et puis donc nos bronches sont entièrement entre guillemets brûlées, hein, par la chaleur et donc vous avez des cellules qui sont complètement, toutes les terminaisons nerveuses par exemple sont totalement inefficientes. Et vous avez surtout, par exemple, dans les poumons, en temps normal, des petits cils vibratoires qui font comme ça et qui permettent de remonter toutes les impuretés. Les cils vibratoires, ils sont totalement inopérants quand on est fumeur parce qu'ils sont brûlés, parce qu'ils sont englués dans du mucus. Et du coup, à l'arrêt du tabac, eh bien, finalement, le corps reprend un petit peu ses droits. Et au bout de quelques semaines, eh bien, il y a le renouvellement cellulaire qui se fait. Les cils vont repousser et du coup, vont reprendre leur fonction physiologique. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, du coup, on va avoir une espèce de sensibilité. On va ressentir des choses qu'on avait un peu oubliées et qu'on ne retrouve pas forcément et qui peuvent être apparentées effectivement soit simplement à un truc un peu désagréable ou alors parfois effectivement des douleurs qui sont normales et franchement pas inquiétantes, effectivement. C'est des symptômes qui vont être passagers et là encore, elles se dissipent en quelques jours ou au maximum en quelques semaines par rapport à ces symptômes qui sont assez courants et très souvent rapportés d'ailleurs par les gens qui souhaitent, qui arrêtent de fumer. Hein, voilà. D'accord, très bien. Une question maintenant sur les patchs, une question de Dalila. Est-ce que l'on peut mettre des patchs lorsque l'on fait du sport? La transpiration a-t-elle un impact sur leur efficacité? Alors oui, on peut mettre des patchs quand on fait du sport. Il n'y a aucune contre-indication au port du patch, même si, alors il y a des gens qui disent par exemple, est-ce que je peux aller à la piscine? Oui, on peut aller à la piscine. Bien sûr, il faut s'adapter, d'accord? Selon le sport que je vais faire, finalement, si je suis à la piscine, aujourd'hui on a des choses formidables, on a des petits adhésifs transparents qui sont étanches qu'on peut mettre par-dessus son patch qui va protéger le temps qu'on nage. C'est pareil aussi sur les sports. Si on fait des sports où on transpire beaucoup parce qu'on fait du cardio, parce qu'on fait du step ou autre, on peut effectivement transpirer. Et le problème de la transpiration, c'est que le patch peut se décoller. Voilà, tout simplement. Et là, effectivement, un patch qui se décolle, c'est un patch qui n'est pas efficace parce qu'il n'y a pas du coup de diffusion par la muqueuse, il y a rupture de diffusion et qui dit rupture de diffusion risque du coup d'avoir des envies à ce moment-là. Hein. Donc, aucune contre-indication à porter le patch, simplement, il faut s'adapter. Si je sais que, par exemple, si quand il fera beau en été, on refait du sport, je transpire beaucoup, eh bien, je remets un adhésif pour m'assurer que le patch va bien coller. Après, il y a des gens qui s'adaptent. Hein, ils savent que, par exemple, ils vont au sport le matin, donc ils vont garder le patch de la nuit jusqu'au moment où ils font le sport. Donc, s'ils se décollent, c'est pas très grave. Ils prennent leur douche en sortant du sport et ils remettent le nouveau patch en sortant de la salle, par exemple. Hein. Donc, aucun problème avec le sport. Je vous dis, le seul risque de moindre efficacité, c'est que le patch se décolle. Et là, on a plein de petites astuces pour parer à toute éventualité. D'accord, très bien. La dernière question, en tout cas, que nous avons recueillie sur le groupe, une question d'Aline, une question sur la vape. Vapoter ne risque-t-il pas d'entretenir une dépendance comportementale? Alors, oui, tout à fait. Néanmoins, je pense que c'est important qu'on revienne, et je vais revenir un peu plus en détail sur ce oui, sur la vape, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début de ce Facebook Live. On entend beaucoup de choses avec la vape, hein. Toujours, il y a un peu d'information, voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est comment ça fonctionne. La vape, souvent, les personnes que je suis, je leur dis, c'est comme votre bouilloire, hein, d'accord? C'est en fait une résistance, et vous avez un liquide qui entoure la résistance va chauffer et le liquide passe à l'état de vapeur. Donc on est sur de la vaporisation. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un détail qui compte pour beaucoup, parce qu'il n'y a pas de combustion dans la vape. D'accord? La combustion, c'est le tabac fumé. Si je fume, je fais de la fumée, il y a un foyer comme dans une cheminée et production de goudron, production d'un gaz toxique qui s'appelle le monoxyde de carbone. Et là, vous l'avez compris, avec la vape, c'est de la vaporisation, donc pas de combustion, donc pas de monoxyde de carbone,
pas d'hypoxie chronique liée à ce monoxyde de carbone, pas de goudron qui vienne se mettre dans mes poumons. Et donc, la vapote est un outil, ce qu'on appelle de réduction de risque, d'accord, où effectivement, on va diminuer grandement ces risques par rapport au tabac. Le tabac, c'est 100% de dangerosité. La vape, aujourd'hui, on l'a fixée à moins de 5%, d'accord. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des inconnus aujourd'hui sur le long terme, sur un certain nombre de choses. Il nous manque des études, mais entre un outil qui me tue à petit feu, et ça on en est sûr à 100%, et un outil qui n'a qu'une petite dangerosité de 5%, il vaut mieux bien évidemment passer à la vape. Alors attention, là pour le coup on parle de vapoteurs, ce qu'on appelle exclusifs, c'est-à-dire des gens qui vont totalement lâcher la consommation de tabac fumé pour passer sur la vape. Alors oui, Aline, elle a raison. Je vous ai dit, quand on est fumeur, on est unique et on est face à 3 dépendances. La dépendance physique, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. Alors, si je vape, eh bien, il y a de fortes chances que je vais switcher sur un autre objet par rapport peut-être à une dépendance psychologique. C'est-à-dire que quand je suis stressée, ben, je fume. Ben là, c'est quand je suis stressée, je vais vaper. Quand je suis en colère ou quand je m'ennuie, peu importe. Donc, on va effectivement avoir un outil sur lequel on va peut-être effectivement reporter une forme de dépendance comportementale. Mais j'ai envie de dire, c'est pas si grave. C'est vrai que ça va demander peut-être un deuxième sevrage dans un deuxième temps, effectivement, d'apprendre à se passer de ce nouveau doudou, on va dire, de se dire, voilà. Mais entre deux, je vais peut-être être un an et demi avec la vapote, et donc je serai pendant un an et demi en arrêt du tabac et avec un outil qui est largement beaucoup plus inoffensif que le tabac. Donc, peu importe si je garde ma vapote ne serait-ce que 2 ans, l'important, c'est de garder à l'esprit, par contre, qu'effectivement, à un moment donné, il faudra que je puisse faire ce deuxième sevrage, c'est-à-dire apprendre à me passer de cet outil. Et dans ces cas-là, eh ben, on peut essayer progressivement de ne pas l'utiliser tous les jours, de varier les moments où on va l'utiliser. On va essayer de ne pas institutionnaliser trop. C'est toujours à la même heure que je vape parce que du coup, on risque après d'avoir des difficultés à changer cette habitude-là. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux garder cette dépendance comportementale avec un outil qui est quand même un outil de réduction de risque, d'accord, plutôt que de ne pas tenter l'arrêt. C'est à vous de voir, en fait. Il faut sentir. Il y a des gens qui me disent, et ça assez souvent, vous comprenez, je ne veux pas faire la vape parce que justement, j'ai peur de devoir faire 2 sevrages. Et franchement, voilà. Ça, c'est un argument que j'entends tout à fait. Maintenant, il y a des gens qui sont récidivistes de l'échec, qui ont du mal, qui ont des difficultés, et pour qui la vape est vraiment, vraiment quelque chose qui les aide et qui les aide surtout à lâcher le tabac. Donc, ben, c'est pas grave, parce qu'après, on a toute la vie devant nous, une fois qu'on a arrêté le tabac, pour effectivement apprendre à transformer cette dépendance comportementale, à essayer de petit à petit de la faire évoluer dans le temps, et puis effectivement finir par lâcher totalement la vape. Voilà. D'accord, merci beaucoup Caroline pour ces précisions. On va maintenant passer aux questions qui ont été posées pendant le live. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée par Catherine. Je suis allergique aux patchs, toutes les marques, et je n'aime pas la menthe. Les pastilles sont exclusivement à la menthe. Comment substituer? Alors, oui, elle a raison, Catherine. Il y a beaucoup, effectivement, de substituts oraux qui sont à la menthe, mais il en existe aujourd'hui qui ne sont pas à la menthe. Alors, il y a des marques qui sont, il y a du réglisse, je crois. Il y a certains laboratoires qui vont faire du citron. Il va y avoir des fruits rouges. Alors, je suis bien placée pour le savoir parce que je suis pharmacien. Bien souvent, dans les pharmacies, c'est vrai que ce qu'on propose, c'est les marques les plus habituelles, et c'est bien souvent de l'amande fraîche, de l'amande forte, de l'amande glaciale. Mais il ne faut pas hésiter à aller dans plusieurs endroits différents, et aussi, pourquoi pas, à demander dans les officines qu'ils vous commandent des produits. Il y a des marques qui font je vous dis, vraiment des goûts différents. Alors, il existe aussi un outil qu'on ne connaît pas beaucoup qui s'appelle le spray buccal. Et là, le spray buccal, effectivement, pour Catherine, il existait au départ qu'avec un goût menthe très forte. Et là, aujourd'hui, ils en ont sorti un autre avec un goût fruits rouges. Donc là, c'est pareil, c'est un petit spray qu'on va vaporiser sous la langue. On va garder en bouche le liquide.
la nicotine, du coup, va migrer à travers la muqueuse et après, soit on avale, soit on crache, peu importe. Mais là, aujourd'hui, il y a aussi un goût qui est fruit rouge. Donc, elle peut tout à fait essayer les formes orales où il y a des goûts différents, bien évidemment. Et je n'ai pas parlé d'un outil qui s'appelle aussi l'inhaleur. L'inhaleur, c'est un petit outil en plastique. En gros, c'est comme un stylo qu'on va dévisser, à l'intérieur duquel on met une petite cartouche. Et dans cette cartouche, vous avez des micro-gouttelettes d'un liquide qui contient de la nicotine. Et du coup, je vais aspirer à travers ce dispositif. Les petites gouttelettes de nicotine vont se déposer sur ma muqueuse et donc vont du coup pouvoir passer dans la circulation et ensuite au cerveau. Et là, il n'y a pas de goût. Voilà, il n'y a pas de goût, ni menthe, ni quoi que ce soit, c'est sans goût, simplement j'aspire. Donc, même si elle a raison, on propose beaucoup en première intention des formes orales à base de menthe, il n'y a pas que ça et on peut trouver, alors il faut chercher, pas hésiter à demander à ce qu'on vous le commande. Il existe d'autres produits, je vous dis citron, fruits rouges, des choses comme ça, que l'on peut utiliser pour faire de la substitution. Et alors après, elle dit qu'elle est allergique à tous les patchs. Alors, est-ce qu'elle a vraiment essayé les 4 patchs? Je ne sais pas. Parfois, il faut tenter. Il y en a certains qui sont mieux tolérés que d'autres parce qu'ils n'ont pas tous effectivement la même colle. Voilà. Mais en tout cas, elle peut, du côté des formes orales, effectivement, aller chercher. Il n'y a pas que de la menthe. D'accord. Alors, on a une réponse de Catherine en direct qui dit, donc à propos de toutes les solutions que tu as proposées, je ne parviens pas à en trouver auprès de plusieurs pharmaciens, commandes non honorées par les fournisseurs, rupture de stock. Alors, on peut peut-être lancer un appel aux pharmaciens. Oui, alors ça, c'est malheureusement quelque chose de compliqué et complètement, effectivement, indépendant de notre part. C'est qu'on est face, effectivement, à des ruptures de stock, mais pas que, d'ailleurs, pour les problèmes de nicotine, dans beaucoup de domaines sur des médicaments autres. Après, peut-être qu'elle peut, alors je ne sais pas si elle est dans une ville, en tout cas, essayer de jouer sur les différents pharmacies, parce que toutes les pharmacies n'ont pas forcément les mêmes grossistes, donc ils n'ont pas forcément les mêmes ruptures au même moment. Voilà. Et puis, malheureusement, s'armer de patience, parce que parfois, ou voir peut-être sur les pharmacies en ligne, parfois, il peut y avoir aussi des stocks sur des alors j'insiste, je dis pharmacie en ligne et non pas site marchand, parce qu'on ne sait pas parfois sur qui on tombe. Vraiment avoir des pharmacies en ligne, où là, peut-être, il y aura des gestions de stock qui sont différentes et où elle pourrait peut-être les commander et se les faire même livrer directement chez elle. Voilà, en tout cas, je lui souhaite bon courage pour trouver des produits qui lui conviennent. Oui, on lui souhaite bon courage, c'est vrai. Alors, une question d'Estella concernant ces formes orales sans patch pour les personnes allergiques à ces derniers. Estella demande si les formes orales seules sont suffisantes en termes de substitution. Alors, ça dépend bien évidemment de son niveau de dépendance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évaluer avec soit un médecin qui est formé, soit un professionnel de santé qui a été formé ou un tabacologue. Déjà, il faut voir effectivement quel est son niveau de dépendance. Souvent, on fait ça avec un test très simple, le test de Fagerström, 2 questions ou 6 questions. Ça permet de savoir si vous êtes moyennement, fortement dépendant ou pas. Parce qu'effectivement, si je suis fortement dépendant à la nicotine, les formes orales, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je fume un paquet de 20 cigarettes par jour, d'accord ? Chaque cigarette que je fume va m'apporter 1 mg de nicotine à minima. Si je tire fort, ça peut être un petit peu plus. Si j'ai déroulé, ça va être encore plus de nicotine, d'accord ? Donc, si j'ai un apport de nicotine en fumant de 20 cigarettes, soit 20 mg. Si je veux substituer à hauteur égale pour ne pas avoir de manque, il va falloir que j'ai 20 mg de nicotine. Donc, si je prends des pastilles à 2 mg, si je n'en prends pas au moins 10 dans la journée, du coup, je n'aurai pas la quantité suffisante de nicotine et je risque de me retrouver en manque et donc irritable, frustré, pas bien, avec plus d'appétit. Donc oui, parfois les substituts oraux au sens large peuvent être suffisants,
mais il faut vraiment, vraiment, vraiment les prendre du coup suffisamment fréquemment. Pourquoi pas alterner? Il y en a des gens qui vont prendre tantôt une pastille, tantôt effectivement un petit peu le spray buccal. Ils vont alterner dans des moments différents avec éventuellement l'inhaleur. Voilà. Si on n'a pas de patch, c'est vrai qu'il faut s'assurer d'en prendre suffisamment fréquemment pour du coup avoir une quantité de nicotine qui arrive à maintenir l'équilibre sans manque. Hein. Voilà. Après, il y a aussi le truc de se dire, bah, si je mange 15 pastilles par jour, peut-être qu'au bout d'un moment, j'en aurai marre, ça va être un peu compliqué ou ça va peut-être un peu me rester sur l'estomac. D'où le fait, du coup, effectivement, de varier un petit peu les formes. Hein, du coup, des pastilles, des micro-comprimés, pas forcément mâcher toute la journée. Voilà, alterner sur différentes formes et surtout faire en sorte d'amener à volonté de la pastille, de la nicotine, surtout si on est un gros fumeur. Hein. Ou une grosse Très bien. Très bien. Alors, une question de Marc Aurel, très intéressante parce que j'ai commencé à avoir des échanges sur le groupe Facebook là-dessus et je pense que c'est très important qu'on fasse le point là-dessus. Que pensez-vous des cigarettes chauffées de type IQOS? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cigarettes de type IQOS, elles sont produites par l'industrie du tabac, hein, et que ça reste du tabac chauffé. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il y a toute une histoire de marketing qui veulent un petit peu, on va dire, mélanger tout ça pour que les gens ne s'y retrouvent pas. L'IQOS n'est pas une vapote. Hein. Donc, dans l'IQOS, il y a encore de la combustion, il y a encore production de goudron, il y a encore du monoxyde de carbone, et donc ça ne peut pas être considéré comme un outil de réduction de risque. Oui, c'est vrai, il y en a sûrement moins que dans une cigarette traditionnelle, d'accord. Mais si vous voulez lâcher la cigarette standard pour un autre, dans ces cas-là, il vaut mieux une vape, parce que tout ce qui est, alors IQOS est une marque, mais il y en a d'autres, hein, toutes ces choses-là, on surfe un petit peu sur le côté de la vapote, mais ça n'a rien à voir. Ça reste du tabac chauffé et ça reste des produits de tabac. Voilà. Donc, on n'est pas sur de la réduction de risque, c'est très clair. Même si le message de l'industrie du tabac tend à vouloir un petit peu tout mélanger pour que les gens ne s'y retrouvent. Voilà. C'est ça. Exactement. Bon, bah, merci, je pense que c'est clair et que le message est passé. J'en profite, c'est pas une question qui est posée par les membres du groupe, mais il y a aussi beaucoup de confusion sur ce sujet. Est-ce que tu peux apporter une précision sur comparaison entre la vape et le produit Joule? Puisqu'il y a aussi beaucoup de confusion là-dessus. Donc, est-ce que tu as des éléments à apporter là-dessus? Alors, le Joule, ça reste quand même effectivement une vape. Hein. La seule différence, c'est que Joule fonctionne avec des sels de nicotine Oui. et ce n'est pas la même fabrication. Voilà. Après, le problème de Joule, c'est qu'ils ont bénéficié de lois qui sont un petit peu plus permissives probablement aux États-Unis. Le vrai problème de Joule, c'est que ça a été utilisé par des jeunes qui n'étaient pas forcément fumeurs. Et donc la question, c'était est-ce que ça n'est pas une porte d'entrée à partir du moment où je commence à vapoter alors que je ne suis pas fumeur, et en plus certains vapotent avec de la nicotine, du coup, est-ce que ça n'est pas une porte d'entrée pour m'amener plus tard dans du tabagisme? Néanmoins, Joule n'est pas un produit de tabac puisque c'est bien une vapote et un vaporisateur. La seule différence, c'est le sel de nicotine qui amène une différence en termes de sensation. Souvent, ce que recherche le fumeur, c'est ce qu'on appelle en anglais le throat heat, c'est-à-dire le heat en fond de gorge. Et on remarque qu'effectivement, avec les sels de nicotine, on ressent mieux peut-être effectivement cette sensation en fond de gorge. Donc, elle peut convenir à certains fumeurs et fumeuses de fait de cette chose-là. Mais par contre, on est clair, IQOS, c'est un produit de tabac. Ouais. Joule, c'est quand même effectivement une vapote. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, il y a une autre question d'Estella sur le remboursement des différents substituts. Donc, je crois que certaines formes de substituts ne sont pas remboursées. Comment ça marche? Alors, aujourd'hui, une règle, c'est que la substitution nicotinique est remboursée. D'accord ?
On est parti d'assez loin il y a quelques années. Au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parfois 50 € de remboursés. Après, ça a été augmenté à 150 €. Et puis, ce n'était pas tout le monde, c'était un certain nombre de populations à risque, les femmes enceintes, les gens qui ont des ALD, c'est-à-dire des affections longue durée, tout ça. Et là, depuis maintenant plus d'1 an et demi, il a été acté que les substituts nicotiniques sont entièrement remboursés. Donc, c'est considéré comme des médicaments à 65%. En clair, j'ai une prescription d'un prescripteur. Un prescripteur, ce n'est pas nécessairement qu'un médecin. Aujourd'hui, les infirmiers et infirmières peuvent prescrire, les sages-femmes peuvent prescrire pour la femme enceinte et l'entourage de la femme enceinte. On ne sait pas trop, mais les dentistes aussi peuvent prescrire de la substitution nicotinique. Ben là, il y a un problème de formation, mais ça pourrait être une façon de sensibiliser les gens aussi au problème ORL vis-à-vis du tabac. Les kinés peuvent prescrire. Voilà. Donc, si j'ai une prescription d'un prescripteur habilité, que j'ai une sécurité sociale et une mutuelle, et bien du coup, je vais dans une pharmacie et c'est intégralement remboursé, sécu et mutuelle. Donc, on me fait un tiers payant. Le prix est identique partout, que ce soit à Lille ou à Marseille. C'est donc un prix qui a été fixé par la sécurité sociale. Néanmoins, je dois quand même apporter deux petits bémols. D'accord ? Oui. Dans les laboratoires qui font des substituts nicotiniques, je vais les citer tous, comme ça on ne m'accusera pas de faire de la promotion pour l'un ou l'autre. Vous avez le laboratoire Nicorette, qui font les patchs Nicorette. Vous avez Nicotinell, vous avez Nicotine et vous avez Nicopatch. Voilà. Il se trouve que deux produits dont on a parlé, sans citer la marque, l'inhaleur et le spray buccal, sont des produits qui ne sont fabriqués que par le laboratoire Nicorette. Et sur ces produits-là, ils n'ont pas demandé le remboursement. Donc, ces deux-là ne sont pas remboursés. Dernièrement, le spray buccal a pu avoir un générique qui est fait donc par un autre laboratoire et maintenant, ce générique-là est remboursé. Si vous avez le spray de la marque Nicorette, il n'est pas remboursé. Si vous avez le spray de la marque EG, il est remboursé. Voilà. D'accord. Enfin, avant, des substituts nicotiniques, il y en avait plein. Je prends, imaginons n'importe quel labo, les Nicopass, il y avait des boîtes de 24, des boîtes de 36, des boîtes de 96, des grosses boîtes, voilà. Il y a aussi eu un travail de la part de tous ces laboratoires de retravailler un petit peu leur catalogue, d'accord ? Et donc, ils ont retiré un certain nombre de boîtes parce qu'ils ne les vendent plus, et ces boîtes-là ne sont pas forcément remboursées, d'accord ? Donc, en général, c'est plutôt des grosses boîtes qui vont être remboursées par la sécurité sociale. Si vous avez un doute, vous allez voir votre pharmacien qui vous en parle, ou sinon, vous allez sur le site de amélie.fr et Amélie va vous donner toute la liste des substitutions nicotiniques qui sont remboursées. Tous les patchs, toutes les formes orales et avec le nom des laboratoires. Comme ça, vous serez sûr éventuellement d'avoir une forme qui est remboursée. Et si votre médecin vous prescrit, il a un doute, c'est pareil. Amélie.fr, il va sur la liste qui est mise à jour régulièrement par le site de la CPAM et qui vous permet d'avoir effectivement la liste définitive et actualisée des substituts nicotiniques. La règle aujourd'hui, c'est que les substituts nicotiniques sont remboursés. L'exception, c'est quand ils ne le sont pas. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Oui, et donc c'est un remboursement à 65% et le reste à charge peut être pris en charge par la mutuelle. Voilà. Et les gens qui ont une ALD, donc un 100% par exemple dans le cadre d'un diabète, un 100% dans le cadre d'une pathologie cardiaque, dans le cadre d'un cancer, sont pris en charge à 100% pour leur substitut nicotinique au même titre que leur traitement, par exemple pour le diabète ou autre. Très bien. Ouais. Et les CMU aussi, je crois, CMU, tout ce qui est, qui ont changé de nom maintenant, ce que s'appelle l'ASS, je crois. Là aussi, c'est pris en charge par la sécurité sociale. À condition d'avoir une ordonnance, on est bien d'accord. À condition d'avoir une ordonnance, c'est noté. Alors, une question d'Alistair. Bonsoir, comment faire si mon ami ne souhaite pas arrêter de fumer et qu'il me demande quasi quotidiennement des cigarettes et s'il souhaitait arrêter de fumer, est en bonne voie, comment l'aider à arrêter? Donc, il y a deux questions dans une question. Oui, alors comment faire si mon ami ne veut pas arrêter? Alors, c'est quoi? C'est deux personnes qui sont fumeurs, c'est ça? Je pense qu'en fait, Alistair essaye d'arrêter de fumer, mais son ami lui propose des cigarettes de façon assez persistante. Et Alistair demande également si jamais son ami souhaitait arrêter de fumer, comment il pourrait l'aider à arrêter.
Alors, c'est une question un peu compliquée parce que on a vu que le tabagisme, c'est une aventure personnelle quelque part, hein. On est tous très différents vis-à-vis du tabac. Pour arrêter de fumer, il faut de la motivation. Et vous noterez le mot différent parce que bien souvent, on a entendu pendant des années, il faut de la volonté. La volonté, oui, mais c'est plutôt de la motivation. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas prêt, pour X raison, à arrêter, ne le souhaite pas, parce qu'il est encore dans un état de fumeur satisfait de sa consommation, c'est extrêmement contre-productif de vouloir faire arrêter quelqu'un, parce que on l'a tous vu, hein, quand on est comme ça en essayant de pousser, de mettre une pression sur quelqu'un, il y a une forme de réactance psychologique qui fait que la personne, au contraire, elle va s'arc-bouter. Donc on ne peut pas faire arrêter quelqu'un s'il n'en a pas envie. Ça, c'est le truc classique. Après, c'est vrai que quand on est deux fumeurs à la maison, qu'il y en a un qui décide d'arrêter et pas l'autre, c'est compliqué. Ça amène une renégociation un petit peu de la relation. Ça amène aussi de pouvoir en discuter, de dire qu'est-ce qu'on fait. Ok, moi je souhaite arrêter, pas toi. Des aménagements sont possibles, hein. De plus en plus aujourd'hui, les gens fument dehors. Donc on peut très bien dire, celui qui ne veut pas arrêter de fumer, c'est son choix, donc il va aller fumer dehors, mais il va aussi respecter le choix de l'autre personne qui, lui, souhaite arrêter de fumer, hein. Donc après, ça passe beaucoup dans de la discussion, dans de la négociation. Peut-être qu'une personne aussi vous dira, moi, je ne suis pas prête à arrêter, mais je peux peut-être envisager une réduction. Voilà, on peut peut-être aussi effectivement voir des choses comme ça. Et puis, ne pas hésiter aussi à poser la question en disant, est-ce que tu souhaites en parler avec un tiers? Attention, pas la personne concernée, avec un tiers qui est neutre, un tabacologue, ton médecin, peut-être pour faire ce que nous on appelle les tabacologues des entretiens motivationnels, c'est-à-dire voir justement quel serait l'argument que la personne va pouvoir trouver pour s'approprier son envie d'arrêter. Parce que pour arrêter, il faut avoir envie d'arrêter, c'est-à-dire se dire tiens, qu'est-ce que j'ai à y gagner. Voilà. Et ça, on peut effectivement en discuter. Ou alors aussi parler des craintes. Il y a des gens qui ne veulent pas arrêter parce qu'ils ont peur. Peur de prendre du poids, peur du qu'en dira-t-on parce que ça fait déjà 5 fois qu'ils se sont plantés, qu'ils en ont marre. Voilà. Donc, sans forcément forcer une personne parce qu'on ne peut pas, on peut amener aussi un dialogue ouvert, bienveillant, en disant, voilà, est-ce que qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as des craintes? Et si on n'est pas soi-même la personne la plus objective, on peut effectivement, dans ces cas-là, décider d'en parler à quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que c'est toujours un cas de figure un peu compliqué. Oui, c'est délicat. Alors maintenant, une question sur un chiffre que tu as évoqué tout à l'heure, Caroline. Une question de Solène. Confirmez-vous qu'on a 5 fois plus de chances de ne plus être dépendant en stoppant un mois complet la cigarette? Ce chiffre de 5 me paraît vraiment énorme. Qui l'a déterminé? Alors ça, ce sont des études qui ont été faites par Santé publique France, hein, qui a des retours sur un certain nombre de chiffres, en particulier par exemple sur les taux de sevrage sur la ligne tabac info service. Il y a un certain nombre aussi d'études observationnelles, hein, c'est-à-dire qu'on va interroger des anciens fumeurs, des gens qui ont arrêté, et où on a constaté, aussi pour les raisons que j'ai dit en début, hein, c'est qu'effectivement beaucoup de symptômes de sevrage vont s'arrêter au bout de ces 4 semaines, augmenter ses chances. Et ce chiffre, il vient de là, hein. Alors, je ne pourrais pas l'expliciter plus, mais en tout cas, il n'est pas sorti d'un chapeau. Il a été effectivement calculé, étudié par un certain nombre d'études et de retours, en particulier des chiffres qu'a Santé publique France sur les arrêts du tabac. Très bien. Alors, une question de Victor. Bonsoir, je suis un gros fumeur. J'ai essayé les patchs, mais j'ai toujours eu envie de fumer. On me conseille l'hypnose. Que pensez-vous de cette méthode? Alors, la première chose déjà, je voudrais rebondir sur un gros fumeur. J'ai essayé les patchs, mais j'ai toujours eu envie de fumer. Alors, attention, gros fumeurs, bien souvent, les dosages pour les patchs ne sont pas adaptés, hein. Un fumeur de 2 paquets de cigarettes, 40 cigarettes, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, une cigarette, 1 mg de nicotine, ça veut dire que 40 mg de nicotine.
Oui. Or, si je suis un gros fumeur et que mon médecin, qui n'a pas forcément été formé, ou mon pharmacien qui pense bien faire au comptoir, me dit « Ah, vous êtes gros fumeur, allez, mettez-vous un patch de 21 mg et ça ira très bien », 21 mg, j'ai que la moitié de ma dose, donc j'ai un patch et j'ai envie de fumer. C'est parfaitement normal. Voilà. Souvent, moi, je dis aux gens, imaginez Teddy Riner, vous voyez, un grand monsieur qui fait du basket, pas du basket, mais plutôt du judo. S'il a mal au crâne et que je lui donne un Doliprane nourrisson, très clairement, il aura toujours mal au crâne. Donc, l'idée, c'est de trouver un dosage adapté à mon besoin. Et un patch à 20 mg, quand on est un fumeur de 40 cigarettes, très clairement, ça ne suffit pas. Donc, on peut commencer déjà par s'assurer que mon dosage est adapté, qu'on a fait ce qu'il faut en termes de traitement. Après, effectivement, l'hypnose, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, on n'a pas encore suffisamment d'études menées de façon rigoureuse, scientifique, qui permettent de démontrer une efficacité de l'hypnose. Quoi qu'il en soit, moi j'ai plein de gens qui me disent j'ai pas fait d'hypnose, ça m'a beaucoup aidé. D'autres qui vont me dire j'ai fait de l'hypnose, ça n'a rien fait. Voilà. Il y a probablement aussi une part de sensibilité personnelle vis-à-vis de l'hypnose. Il y a des gens qui sont plutôt réactifs, d'autres qui ne le sont peut-être aussi un petit peu moins. Donc, pourquoi pas l'hypnose? Moi, franchement, je dis aux gens, si ça vous tente, allez-y. Mais attention quand même, quand je suis avec des grandes difficultés, c'est pas le moment d'enlever mes béquilles. C'est-à-dire, je mets des patchs à bonne dose et en plus, je fais de l'hypnose. Parce que hypnose seule, oui, mais les patchs, on sait que ça fonctionne. On a 20-30 ans derrière nous d'études qui démontrent l'efficacité de la substitution nicotinique. Donc, quand on a des grosses difficultés, c'est pas le moment d'enlever ce qui peut fonctionner. Donc, l'hypnose, oui. Moi, je suis, tous les gens qui me disent, je vais faire de la sophrologie, très bien, mettez vos patchs, faites de la sophrologie. Je veux faire de l'auriculothérapie, très bien, prenez vos traitements régulièrement et faites de l'auriculothérapie. De l'acupuncture, peu importe. Arrêtez juste avec ces méthodes, entre guillemets, dites douces, quand on est un gros fumeur. C'est parfois prendre un risque qui est dommage de prendre. Voilà. Par contre, en valeur ajoutée, en plus d'un traitement validé, je trouve que ça peut être effectivement des méthodes qui peuvent fonctionner. Pas forcément pour tout le monde, mais qui peuvent fonctionner. D'accord. Alors maintenant, Nina a posé plusieurs questions. Donc, il y a 2 questions qui sont en lien avec la cigarette électronique. Donc, la première question, c'est: me conseillez-vous de passer à la cigarette électronique si je n'arrive pas à arrêter de fumer? Et la deuxième question, sur la cigarette électronique, quelle est la moins nocive des cigarettes électroniques? Alors, oui, comme on l'a vu, si la cigarette électronique est une aide pour arrêter, bien sûr que je lui conseille de passer à la cigarette électronique. Si elle a déjà essayé plein de choses, des traitements et que ça ne fonctionne pas, ou si elle a fait des arrêts et que ça ne fonctionne pas, elle peut tenter effectivement la vapote. Alors attention, si on est gros fumeur ou gros fumeuse avec une dépendance nicotinique importante, il faut vapoter avec un apport de nicotine. Alors, soit on vapote sans nicotine, mais auquel cas il faut trouver un apport de nicotine, donc j'ai un patch et je vapote pour la gestuelle, soit je vapote avec un dosage suffisant de nicotine, et la logique est la même, c'est-à-dire que je vais commencer avec un dosage de nicotine suffisamment important pour couvrir mes besoins, et au fur et à mesure que je me sens bien, je vais diminuer progressivement, parce que vous retiendrez une chose, pas de sevrage brutal de nicotine. Donc, la vape, oui, bien sûr, si elle pense que c'est quelque chose qui peut l'aider, il faut qu'elle le tente. Après, il faut savoir aussi que vapoter, ça n'est pas fumer. C'est pas qu'un jeu de mots, mais ça s'apprend. Voilà, il y a un coup de main ou une façon de faire qui parfois fait que pendant 2-3 jours, les apprentis vapoteurs, ils se sentent un peu perturbés parce qu'ils ne retrouvent pas forcément les mêmes sensations, parce qu'il y a des réglages à faire. Donc, il est extrêmement important d'aller, si possible, alors dans le contexte actuel, c'est un peu compliqué, mais d'aller, si possible, dans des magasins spécialisés avec des gens qui sont formés, qui vont vous montrer, parce que effectivement elle me dit quelle est la meilleure ou la moins nocive. Je ne peux pas lui répondre parce que je ne connais pas déjà toutes les marques et puis tous les spécificités de chaque cigarette électronique. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement de les voir, de les tester, enfin en tout cas de les toucher. Il y a différentes générations. Il y a des vapotes qui sont plus entre guillemets compliquées que d'autres, parce que certaines où l'on peut
par exemple, bouger le wattage, d'autres certaines où il faut remplir le petit réservoir, d'autres qui fonctionnent avec des cartouches. Donc, il faut trouver la vapote qui vous convient à vous. Voilà. Il y a un outil qui doit vous convenir, parce que s'il vous convient, vous aurez envie de l'utiliser. Et si vous avez envie de l'utiliser, c'est déjà un pas énorme dans la réussite. D'accord ? Il faut trouver des goûts qui vous plaisent. C'est pour ça qu'il faut aller essayer différents trucs. Et on n'est pas obligé de rester dans les goûts tabac. Au début, on peut rester dans les goûts tabac, et puis après, on peut s'aventurer sur des goûts un petit peu autre chose. D'accord ? Par contre, je ne peux pas donner de marques de cigarettes qui ne sont pas plus ou moins nocives. Par contre, ce qui est important aussi, c'est pour ça l'importance d'aller dans des magasins spécialisés, c'est d'acheter du matériel. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de matériel qui ont des normes AFNOR, qui ont des normes européennes, voilà, donc sur lequel il y a des contrôles, des suivis, d'accord, pour s'assurer qu'effectivement, dans mon liquide, si on me dit qu'il y a 10 mg de nicotine, il y a vraiment 10 mg de nicotine. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de flaconnage qui annoncent un truc qui n'est pas tout à fait la réalité, d'accord ? Donc, si on veut s'assurer, eh bien, on fait ça dans des endroits dédiés, avec des gens qui sont formés et avec des produits qui sont validés et qui ont passé des tests aux normes AFNOR, aux normes européennes, aux normes CE, peu importe CE, ce qu'on veut, mais en tout cas des produits dont on sait qu'il y a, entre guillemets, une surveillance par rapport à ça. Voilà, c'est déjà une garantie de s'assurer effectivement de ça. Alors, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais la vape, on ne l'achète pas au bureau de tabac parce que ce n'est pas la même chose. Voilà, la vape, on l'achète dans un magasin de vapote. Ouais, c'est important de faire appel aux spécialistes finalement. Oui. Oui, puis de même que quand on va acheter son paquet de tabac, il y a aussi une relation qui se noue un petit peu sociale avec son buraliste. Bonjour, comment ça va ? Voilà, si on arrive à retrouver aussi cette relation un petit peu particulière, tiens, je vais aller acheter mes liquides, quelqu'un qui va dire alors ça va, ça se passe bien, tout va bien, ah super. Enfin, voilà, ce côté un petit peu du lien qui est aussi important parce qu'il ne faut pas oublier que parfois il y a des fumeurs et des fumeuses qui n'ont pratiquement que en lien social le fait d'aller parler au buraliste. Donc effectivement, retrouver ce lien là avec des gens qui vont vous expliquer, qui vont vous encourager, qui vont dire attendez, peut-être que le dosage n'est pas adapté. C'est aussi important, je pense, que d'aller sur un site lambda où on ne sait pas trop d'où ça sort. Voilà. Très bien, c'est noté. Alors, un autre message de Nina. J'ai déjà réduit de 25 à 5 cigarettes par jour, mais ces 5 dernières cigarettes me semblent impossibles à stopper. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Nina sur ce constat ? Alors, oui, ce que dit Nina, c'est qu'en fait, c'est une énorme réduction. Alors déjà, Nina, bravo, parce que chapeau d'avoir effectivement eu le courage de vous lancer. Alors, je ne sais pas très bien comment vous avez réduit. Est-ce que vous vous êtes aidé avec des traitements ou pas ? En tout cas, là, il reste que 5 cigarettes. Ça, c'est un petit peu la difficulté qui est de passer d'une grosse consommation où on est très clairement dans une dépendance physique importante, parce que quand on est à 25 cigarettes, on a une grosse dépendance nicotinique, d'accord ? Évidemment, le fait de diminuer, on va diminuer aussi sa dépendance à la nicotine. Et là, pourquoi elles sont si compliquées, ces 5 ? Parce que bien souvent, ce sont les 5 cigarettes plaisir. Quand on en fume 25, il y en a la grande majorité qui sont des cigarettes automatiques, des cigarettes qu'on n'a pas fumées vraiment parce qu'on était au téléphone, on en rallume une dernière, bref, on ne les apprécie pas vraiment. Et puis finalement, quand on va diminuer, on va s'attacher finalement petit à petit en disant, c'est aussi un choix, quand on arrête, moi je dis souvent aux gens qui arrêtent, commencez pas par la plus dure. Commencez par les plus faciles, celles qu'on va fumer en automatique. Bien souvent, quand il n'en reste que 5, c'est souvent la cigarette du matin avec le café, la cigarette après le repas du midi, après le repas du soir, la cigarette peut-être avant de dormir. Donc là, on est plus dans une composante de dépendance psychologique et comportementale, plutôt que tenue par un problème de nicotine. Et là, effectivement, c'est compliqué parce que ça demande effectivement de transformer ses habitudes, ses rituels différemment. Alors, on peut avoir une stratégie à discuter avec la personne qui va vous suivre. Certaines personnes disent ok, dans ces cas-là, on va le faire progressivement, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus que 5, et on va choisir d'en enlever une.
allez, laquelle on enlève dans les 5, et puis petit à petit on s'en débarrasse. On peut avoir aussi une stratégie en disant, ben, à ce moment-là, on va recoller un patch et puis on enlève les 5 cigarettes. Et après, c'est des choses qui vont se discuter justement dans les consultations, dans les suivis. J'ai fait une approximation parce que je ne la connais pas en me disant probablement que ces 5 cigarettes sont les 5 cigarettes et donc forcément les plus compliqués à retirer. Mais il peut aussi y avoir d'autres raisons. Je ne sais pas, il peut y avoir peut-être ces 5 cigarettes-là parce que ça la rassure par rapport à une prise de poids. Enfin, voilà, il y a des choses sur lesquelles on a besoin aussi d'expliciter avec les gens. Mais ça, c'est assez souvent, effectivement, quand on a été gros fumeur, ben effectivement, c'est pas le nombre parfois, mais effectivement, c'est parfois plus compliqué de lâcher ces 5 dernières-là, qui sont les 5 qu'on aime vraiment, plutôt que de réduire comme elle l'a fait, déjà d'en enlever 20. Mais en tout cas, c'est déjà formidable d'être arrivée jusque-là. Et si elle a des difficultés, qu'elle n'hésite pas à en parler. Elle peut appeler la ligne, elle peut aller voir des tabacologues dans les consultations dédiées. Voilà, elle peut aussi se faire aider pour arriver à passer la marche supérieure. Elle n'en est pas loin. Donc, on va lui souhaiter plein de courage. Voilà. Oui. Bah oui, bravo Nina et courage à vous. Vous allez y arriver. Alors maintenant, une question de Roderick sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure avec toi, Caroline, notamment quand on a parlé de Joule. Alors bonsoir, beaucoup de jeunes lycéens tombent dans la vapoteuse car les marques véhiculent ce côté cool, entre guillemets, c'est leur stratégie commerciale, entre parenthèses, honteuse. Le danger de la e-cigarette est réel, ce phénomène vous inquiète-t-il? Merci d'avance. Oui, là on est sur le problème d'une stratégie. Aujourd'hui, dans la lutte contre le tabagisme, et quand on dit ça, attention, on ne parle pas de la lutte contre les fumeurs. On n'est pas en lutte contre les fumeurs, on est en lutte contre le tabagisme. C'est extrêmement important. Les fumeurs sont plus des victimes de ça. Une des aspects justement de cette lutte contre le tabagisme, c'est la fameuse dénormalisation du regard sur le tabagisme. Alors, je suis d'accord effectivement que beaucoup tombent dans ce côté effectivement cool, ce côté gadget, ce côté connecté, pour essayer effectivement d'appâter une clientèle et pourquoi pas de fidéliser une clientèle. Alors, je ne sais pas si c'est inquiétant. Aujourd'hui, on a des études c'est-à-dire qu'il y a des études qui vont dire que non, les jeunes qui vapotent ne vont pas forcément rentrer dans le tabac. D'autres qui vont dire le contraire, en disant si ça pourrait être une porte d'entrée dans le tabagisme. Alors, à défaut d'être inquiet, j'ai envie de dire, on est vigilant. Extrêmement vigilant. Voilà, on surveille ça de près. Après, aujourd'hui, il y a quand même eu effectivement des lois, puisque au-delà de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, on a aussi l'interdiction de vapoter. Voilà, donc on essaie effectivement de mettre en place un certain nombre de choses. Après, il y a toujours des gens qui essaient un petit peu de contourner. En tout cas, c'est un sujet que l'on n'ignore pas et je pense qu'on est relativement vigilant pour essayer de voir ce que ça peut avoir comme impact effectivement à long terme. Après, il y a la responsabilité personnelle, j'ai envie de dire, aux parents de parler de ces choses-là, voilà, pour expliquer que c'est pas forcément anodin effectivement d'utiliser ce type de produit. Voilà, rechercher dans un dialogue toujours dans la bienveillance effectivement, qu'est-ce qui peut les attirer dans ces produits. Bien souvent, on est chez les jeunes, on est dans le côté mimétisme des pairs. Donc c'est je fais comme le copain et donc voilà. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être abordées et discutées avec les jeunes pour effectivement prévenir peut-être des dérives par rapport à ces outils-là. Très bien. Alors justement, Caroline, tu parlais de dénormalisation et de mimétisme. Donc on a une question de Solène sur ce sujet. Sur Netflix, je regarde Peaky Blinders et je suis choquée du nombre de clopes fumées par les acteurs. Cela vous choque-t-il? Faut-il interdire la cigarette dans les films et les séries? Alors, ça, c'est un vaste débat, grand débat, surtout. Alors, d'abord,
ce que je comprends, c'est une série américaine, a priori. Hein, je suis désolée, je ne connais pas ça. On n'a pas du tout la même législation en France et aux États-Unis. En France, il y a longtemps qu'on a adopté, puisque j'avais vu passer une question là-dessus, l'interdiction. Hein, normalement, d'abord de publicité, et puis effectivement normalement on fait très attention aux images qui sont projetées dans les films, dans les séries, dans les publicités. Après, je crois que souvent le débat il est de l'ordre entre guillemets de la liberté artistique d'un scénariste qui va vous dire oui mais moi j'ai envie de dépeindre une personne et il se trouve que cette personne elle est fumeuse, est-ce que je dois me frustrer, me restreindre parce que effectivement je montre quelque chose qui n'est pas cohérent avec la politique. Alors ça c'est pas voilà, je ne referai pas le débat. Est-ce que ça me choque? Oui, personnellement, je vous avoue que j'ai regardé des vieux films avec mes enfants. J'ai halluciné de voir les films d'il y a 20 ou 30 ans et je me souvenais pas. Je me disais, oh mon Dieu, mais on voyait tellement de gens qui fumaient. C'était le standard. Il y avait de la cigarette partout. Et c'est vrai que je suis ravie qu'aujourd'hui, dans la grande majorité, on essaie de limiter effectivement voilà, de retrouver des cigarettes. Voilà, il y a une loi qui est là. Après, il y a aussi parfois effectivement le respect entre guillemets de la création artistique qui rend les choses pas toujours aussi simples à trancher. Mais on a quand même de la chance parce qu'effectivement nous on a des lois qui nous protègent, ce que n'ont pas forcément aux États-Unis par exemple où ils ont des législations beaucoup plus souples que nous. Voilà, mais c'est vrai que, pour revenir à ce qu'on disait, on est quand même dans une recherche où on ne veut plus montrer la cigarette comme étant quelque chose d'attractif, comme on a pu le voir pendant des années et des années. Voilà, si on était cool, si on était branché, si on était sexy, on était forcément fumeur. Et tous ces messages-là, aujourd'hui, on ne les entend plus, on ne les voit plus. Et tant mieux, parce qu'on va avoir des jeunes générations qui ne seront pas construits aussi, j'ai envie de dire, sur cette espèce d'inconscient collectif, parce qu'aujourd'hui, nos générations, les gens qui ont 70 ans, les générations qui ont 50 ans, même sans être fumeurs, ont intégré cette forme de choses, comme quoi parfois, effectivement, une femme fatale et sexy, elle est forcément fumeuse, qu'un homme qui réussit, il est forcément fumeur, et ça s'est ancré un petit peu dans l'inconscient collectif, et donc on travaille justement à modifier cette perception du tabac, et c'est important. Très bien, oui, c'est positif. Il y a quand même du progrès. Il y a du progrès, il faut le souligner, c'est important, c'est important. On essaie de protéger de mieux en mieux les jeunes générations, et c'est ça qui compte. Voilà. Et il faut aider ceux qui sont aujourd'hui dans le tabac à s'en sortir. Il faut aider les jeunes à ne pas entrer dans le tabac. C'est comme ça qu'on va arriver à se sortir de cette pandémie, j'ai envie de dire, hein, à l'époque de Covid, parce que le tabagisme, c'est une pandémie qui fait 78 000 morts par an, tous les ans. Donc c'est vrai que c'est très important d'avancer là-dedans. Très bien, donc c'est sur ce chiffre très important à souligner effectivement qu'on va clore ce Facebook Live, puisque je crois qu'on n'a plus de questions posées par les membres du groupe Les Franciliens. Donc avant de clore ce Facebook Live, nous tenons à remercier les participants et les participantes pour toutes leurs questions et pour tous ces échanges. Je tiens à te remercier Caroline d'avoir pris le temps avec plaisir de répondre et de participer. Dans des conditions un petit peu, là aussi, adaptées. Hein, bon. C'est ça. Et, on fait au mieux. Oui, tout à fait. Et on remercie aussi particulièrement Jérémy Chalon du CRIPS Île-de-France pour son assistance technique pour ce Facebook Live.
J'en profite également pour vous rappeler quelques ressources utiles pour vous accompagner tout au long de ce mois sans tabac. Donc d'abord, bien sûr, le site Tabac Info Service sur lequel vous pourrez trouver beaucoup d'informations, de conseils et d'astuces. Vous avez également l'appli de Tabac Info Service, le numéro de téléphone, donc le 3989. N'hésitez pas à composer ce numéro. C'est un appel gratuit qui vous permet d'échanger, si vous le souhaitez, avec des tabacologues. J'en profite également pour vous inviter à commander le nouveau kit du mois sans tabac de cette année. Vous pouvez le commander sur le site de Tabac Info Service et donc vous trouverez à l'intérieur différents outils, donc par exemple la roue des économies actualisée, du coloriage pour les adeptes, pour chasser l'envie de fumer, et également un nouveau programme, donc avec chaque jour des conseils, des messages de soutien. Donc n'hésitez pas à le commander sur le site de Tabac Info Service. Enfin, alors, ce qui est très intéressant, Charlotte, excuse-moi, je rebondis, sur le nouveau calendrier, ils ont prévu, c'est la nouveauté cette année, ils ont prévu en fait des pages de préparation, parce qu'on insiste beaucoup sur le fait que quelque part, un arrêt du tabac, ça ne s'improvise pas. Et du coup, ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a une dizaine de jours de préparation. Je réfléchis à comment je vais m'y mettre, à la date, comment je vais faire, je commence à faire un peu de sport ou peu importe. Et ça, c'est extrêmement important. Et je tiens aussi à souligner, parce que ça fait partie des choses un petit peu erronées aussi. Alors, Tabac Info Service, c'est un site, c'est aussi une ligne téléphonique. Et la ligne téléphonique, elle est ouverte toute l'année. Elle est bien évidemment ouverte pendant le mois de novembre et ça fonctionne beaucoup, mais c'est une ligne et vous pouvez effectivement avoir des entretiens, des bilans et des suivis avec des tabacologues toute l'année et pas uniquement pendant le mois sans tabac comme parfois certains le croient. Voilà, donc je voulais repréciser ça parce que c'est extrêmement important. Oui, c'est important et donc c'est du lundi au vendredi de 8h à 20h. Non, ils travaillent le samedi, du lundi au samedi. Oui, ils travaillent le samedi. Okay. Lundi au samedi. Voilà, le dimanche c'est fermé et je crois que en temps normal, je crois que c'est 9h 20h et là pendant le mois sans tabac, il y a peut-être même des ouvertures plus tôt le matin, mais en tout cas c'est quand même une grande 9h 20h, ça vous laisse découvrir. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je suis désolée, je t'ai coupé. Non. N'hésitez pas à appeler ce numéro. Enfin, en plus de nos pages Facebook et Twitter, donc pour le mois sans tabac Île-de-France, nous avons désormais un compte Instagram. C'est la nouveauté de cette année. Donc, je vous invite à y faire un tour et à vous y abonner pour suivre en fait le mois sans tabac de Juliette. Et donc, je mettrai le nom du compte Instagram dans les commentaires de la vidéo si vous souhaitez aller faire un tour et vous abonner à ce compte. Donc, je vous souhaite évidemment bon courage pour ce mois sans tabac 2020. On l'a dit au début en introduction, qui sera peut-être un peu particulier du fait du confinement. Ça peut représenter une difficulté supplémentaire pour certains et certaines d'entre vous, alors que pour d'autres, ça peut être davantage perçu comme une opportunité. En tout cas, on reste tous motivés, on vous soutient. Et donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Bonne soirée, Caroline. Peut-être quelque chose un dernier mot à dire. Oui, mais je crois que tu as été assez exhaustive. Oui, c'est vrai que cette année, c'est une édition un peu particulière parce que même pour nous, tabacologues, qui allions beaucoup à la rencontre des gens, il y avait des villages mois sans tabac, il y avait des choses comme ça qu'on ne peut pas faire. Mais j'ai envie de dire, c'est dans l'adversité aussi qu'on voit, qu'on fait preuve d'adaptation. On essaie de faire des choses différemment et ce Facebook Live, c'était quelque chose de très intéressant. C'est la 5e édition du mois sans tabac. Cette année, c'est aussi beaucoup axé sur les gens qui l'ont fait pour dire oui, ça marche. Oui, ça marche. Parce que souvent, on se dit ça marche chez les autres, mais moi, je suis toujours un peu le cas désespéré. Non, on n'est jamais un cas désespéré. Et n'hésitez pas, lancez-vous. On est de tout cœur avec vous. Il y a des tas de gens qui ont déjà arrêté. N'hésitez pas à en parler avec eux. Ils vont vous donner des petits trucs, des petites astuces. Et puis, il y a énormément de ressources aujourd'hui numériques. Les consultations en présentiel sont autorisées pour des motifs médicaux. Donc,
vous pouvez aller voir votre médecin pour une prescription. Vous pouvez aller voir les tabacologues qui consultent à l'hôpital ou en privé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Et puis, voilà, en espérant que ce défi sera réussi et que, voilà, à la fin, dans 4 semaines, on aura plein de nouvelles personnes libres avec une nouvelle vie sans tabac. Merci à Caroline. tous. Et merci à toutes et à toutes et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.